Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de l'arme secrète de destruction massive de Donald Trump, celle qui a fait plier le Hamas sans absolument aucune bombe supplémentaire, car pendant que tout le monde regardait les missiles et les tanks, quelque chose de beaucoup plus puissant était en train de changer le Moyen-Orient totalement, radicalement. Le Hamas a accepté de se désarmer. Israël et le Liban sont en train de se parler maintenant après 30 ans de silence, et tout ça uniquement grâce à une pression extérieure que presque personne n'a vu se profiler et dont nous allons parler un peu plus tard. Et Donald Trump ne cherche pas à détruire une région pour qu'Israël construise son grand Israël. Il veut simplement que tout le monde se mette autour d'une table et parle enfin de paix définitive, parce que pendant des décennies, la couronne britannique a entretenu tous ces groupes armés pour semer le chaos dans une région très très riche en pétrole et en gaz, et tout ça bien évidemment pour faire un maximum de profit sur des guerres permanentes. Aujourd'hui, cette machine est vraiment en train de se gripper. Nous allons voir pourquoi avec l'excellente Suzanne Kokinda. C'est parti. Hier, à Camp David, le président Donald Trump a été interrogé sur l'accord de désarmement du Hamas, et sa réponse en dit plus long que vous ne le pensez. C'est une avancée majeure, personne n'aurait jamais pensé, personne n'aurait cru possible de désarmer le Hamas. Cela montre à quel point nous réussissons avec l'Iran, car il y a 4 ou 5 mois, un accord de ce genre aurait été impossible. Il a expliqué cette avancée à Gaza en mettant en avant l'Iran. Maintenant, les commentateurs politiques diront que le Hamas n'est pas encore désarmé, qu'Israël n'est pas encore sorti de Gaza et que le corps des gardiens de la révolution islamique continue de lancer des missiles. Tout cela est vrai, mais cela n'a rien à voir avec le sujet. Donald Trump a bouleversé le paysage stratégique de toute la région, et des conflits qui semblaient gelés depuis des décennies trouvent soudain une issue. Il y parvient d'une manière que personne ne voit venir, et celui qui fournit l'arme pour y parvenir, ce n'est ni le ministre de la Guerre, ni le ministre des Affaires étrangères. L'arme n'est pas celle que vous imaginez, et la cible n'est pas une nation ou un groupe en particulier. Alors ce que Donald Trump vient de dire est absolument énorme, et pas seulement parce qu'il annonce un accord. En réalité, il révèle que le vrai levier de toute cette victoire n'est ni l'armée ni la diplomatie classique. C'est quelque chose de beaucoup plus discret et de beaucoup plus efficace. Et ce quelque chose, on va le voir très concrètement avec le Hamas et le Hezbollah. Regardez. Commençons donc par Gaza et le Hamas. Jeudi, le président Donald Trump a publié un message sur Truth Social qui a pris tout le monde par surprise. Il a déclaré: « Aujourd'hui, le Conseil de paix est parvenu à un accord historique visant le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés de Gaza. Il s'agit d'une avancée monumentale vers une paix et une sécurité durable. Tout le monde sait que l'accord du Hamas sur le désarmement n'est qu'une première étape, mais ils n'avaient jamais donné leur accord auparavant. Ils n'avaient jamais franchi ce pas, et c'est désormais chose faite. C'est tellement inattendu que même Joe Scarborough n'a pas eu le temps d'en faire son propre commentaire, et il a reconnu à quel point c'était sans précédent. Le Hamas, d'après ce que m'a dit ce responsable, a accepté de rendre ses armes en échange de l'indication de l'emplacement de tous les tunnels qui sillonnent Gaza, et a donné son accord pour un démantèlement. Comment est-ce possible ? Ai-je demandé. La réponse a été que les États arabes se sont unis contre le Hamas, que les alliés arabes et les États-Unis ont tous fait pression sur le Hamas pour qu'il accepte cet accord, et lui ont tous fait savoir qu'il était complètement isolé. En échange, on leur a accordé l'amnistie, une amnistie totale et complète s'ils acceptaient les termes de cet accord, ce qu'ils affirment avoir fait. Un peu plus tard, dans la même interview, Scarborough a souligné que Bibi Netanyahou ne voudrait pas se retrouver dans une position où il ferait capoter ce qui serait véritablement l'accord de paix le plus historique des 2 mandats de Donald Trump. Oui, il l'a qualifié d'accord de paix le plus historique des 2 mandats de Donald Trump. Joe Scarborough n'est pas du genre à avoir passé les 10 dernières années à soutenir Donald Trump, mais c'est quelqu'un qui ne parvient pas à expliquer ce qu'il vient de voir. Et le fait qu'il ne puisse pas l'expliquer, eh bien c'est en fait là tout l'intérêt de l'histoire. Voici ce qu'il ne parvient pas à expliquer. Le Hamas n'a pas cédé face aux bombes ni à l'indignation. Le Hamas a cédé lorsque les chèques ont cessé d'être encaissés. L'argent qui lui a permis de rester opérationnel, le circuit iranien, les fonds transitant par des sociétés écrans, des intermédiaires et des prête-noms, tout cela a été démantelé pièce par pièce, non pas par des frappes aériennes, mais à l'aide d'outils dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Gardez cela à l'esprit, car le Hamas n'est pas toute l'histoire. Comme l'a dit Marco Rubio hier lors de la réunion du Conseil des ministres à Camp David, les gouvernements d'Israël et du Liban ne se sont pas rencontrés depuis 30 ans, et aujourd'hui, ils dialoguent.
Comment cela a-t-il pu se produire? Parce que l'administration Trump prive le Hezbollah, la force qui a entretenu le conflit, de son soutien politique et économique. Alors compte en commun ces deux théâtres d'opération, le Hamas et le Hezbollah, le même argent et les mêmes armes provenant d'Iran. Et voici ce qui importe vraiment. En réalité, cela va bien au-delà de l'Iran. Donc bien évidemment, le Hamas a plié quand les chèques ont cessé d'arriver. C'est exactement la même chose qui s'est passée avec le Hezbollah. Ce n'est donc plus une question de missiles, c'est devenu une véritable question de salaire. Et derrière tout ça se cache une machine financière qui est bien plus grande que l'Iran lui-même. Et attention maintenant, on va voir exactement comment le Trésor américain a démonté toute cette machine, pièce par pièce. C'est maintenant. Alors qu'est-ce qui a changé pour rendre ces avancées possibles? Le 27 juillet, un haut responsable de l'administration a déclaré à Axios: les services de renseignement indiquent que les Iraniens se plaignent de ne pas pouvoir payer leurs combattants. Pourquoi? À cause des pressions financières, à cause du Trésor, à cause de ce que fait Scott Bessent. Ce même responsable a déclaré que le régime risquait de faire face à des retraits massifs dans les banques et à des pénuries d'essence. Et cela dans l'un des pays les plus riches en pétrole de la planète. Puis il a ajouté: ils ont plus peur du Trésor que du ministère de la Guerre. Ils ont plus peur du ministre des Finances que du ministre de la Guerre. C'est la phrase que tout le clan des partisans de l'Iran, de la presse d'entreprise aux influenceurs anti-Trump n'arrive pas à digérer. Alors comment un ministre des Finances a-t-il réussi à faire ce que tous les groupes aéronavals n'ont pas pu faire à eux seuls? Pendant des décennies, les sanctions contre l'Iran n'étaient qu'une mise en scène, un peu de pression par-ci, un peu par-là, sans jamais constituer une véritable menace pour le jeu. Un jeu où le contrôle impérial des prix du pétrole dépendait du maintien de l'instabilité du Moyen-Orient et de la tension dans le détroit d'Ormuz. Peter Navarro appelle cela la prime de la terreur. Cette administration a jeté le manuel par la fenêtre. Elle ne s'en est pas prise à l'économie iranienne de manière abstraite. Elle s'en est prise aux mécanismes qui financent les opérations de l'Iran à l'étranger et sur son territoire. Les réseaux extérieurs du corps des gardiens de la révolution islamique, les comptes, les sociétés écrans et les intermédiaires qui transfèrent les fonds au Hamas et au Hezbollah. Ils ont qualifié cela de fureur économique. Dans l'espace de quelques mois, le Trésor américain a désigné plus d'1 millier de personnes, de navires et d'entreprises iraniens. Le commerce du pétrole, les banques parallèles, le transport maritime, les assurances, les crypto-monnaies, toutes les voies utilisées par le régime pour transférer un seul dollar ont été fermées les unes après les autres. À présent, on suit ces désignations jusqu'à l'endroit où se trouve réellement l'argent. Elles ne mènent pas à Téhéran, elles mènent à Londres, à des fonds spéculatifs de Knightsbridge, à des sociétés écrans des îles Vierges britanniques, au marché londonien de l'assurance qui couvrait les pétroliers jusqu'à ce qu'ils décident de mettre fin à cette couverture. L'Iran n'a pas mis en place ce dispositif offshore, il l'a loué, ce qui signifie que chaque maillon que le Trésor américain neutralise ne met pas seulement l'Iran sous pression. L'Iran est un client, c'est la machine qui est la cible. Et cela fait très longtemps que nous vous montrons à qui appartient cette machine. Les dégâts économiques parlent d'eux-mêmes. La monnaie iranienne s'est effondrée à 2 millions pour un dollar. L'inflation avoisine les 70%. Certes, on peut se remettre d'une campagne de bombardement, mais on ne peut pas mener une guerre lorsque les salaires ne sont plus versés. Et lorsque les salaires ne sont plus versés à Téhéran, ils ne le sont plus non plus au Hamas et au Hezbollah. L'arme qui a brisé le réseau de mandataires de l'Iran n'était pas une bombe, ce n'était pas un ultimatum diplomatique. Il s'agissait d'un ensemble d'instruments financiers mis en œuvre avec une précision à laquelle l'autre partie ne s'attendait absolument pas. Car elle n'aurait jamais imaginé qu'une administration américaine puisse comprendre contre quoi elle se battait réellement. Vous avez vu la différence? Avant les sanctions, c'était du théâtre, un peu de pression par-ci, un peu de pression par-là, mais l'important, c'était surtout de ne jamais menacer le système. Aujourd'hui, c'est de la précision chirurgicale contre les comptes, les pétroliers, les assurances et les sociétés écrans, très souvent basées à Londres. L'Iran, en fait, n'était qu'un client et la vraie cible, c'était bien sûr tout ce système de contrôle et de pillage des nations. Et regardez à quel point tout ce plan était déjà préparé depuis le premier jour en 2026. Ce qui nous amène à la question qui compte. Si l'arme décisive de toute cette campagne était économique, qui l'a utilisée et quand a-t-on décidé de le faire? La décision a été prise dès le tout début de l'administration Trump 47. Écoutez la réponse apportée par le secrétaire au Trésor Scott Bessent à une question posée en mars 2025. Et quelle a été la chose la plus surprenante pour vous dans cette fonction depuis que vous êtes en poste?
L'aspect lié à la sécurité nationale, je dirais que le Trésor consacre environ 40 à 50% de ma journée à des missions liées à la sécurité nationale. Qu'il s'agisse du CFIUS concernant les étrangers qui souhaitent acquérir des actifs américains, des sanctions ou de la lutte contre le blanchiment d'argent menée par l'OFAC. Nous venons de désigner les cartels mexicains comme des organisations terroristes étrangères. Notez bien la date, mars 2025. La première cible mentionnée par Bessène dans cette interview était les Houthis, le réseau mandataire de l'Iran au Yémen, près d'un an après le lancement de l'opération Epic Fury. Et regardez les moyens qu'il énumère, ils sont tous d'ordre financier et ils visent l'argent. En voici ce que presque tout le monde oublie. Les instruments de Bessène sont mis en œuvre pour faire tomber un système mondialiste et ses réseaux. Mais cette administration n'est pas venue uniquement pour démanteler l'ancienne. Elle est venue pour la remplacer et elle en avait déjà posé les fondations. Revenons à l'annonce du président concernant l'accord de désarmement du Hamas. Sous l'égide de qui cet accord a-t-il été conclu? Le Conseil de la paix. Qui a-t-il remercié pour avoir contribué à la négociation de cet accord? L'Égypte, la Turquie et le Qatar, tous membres du Conseil de la paix. Et quand le Conseil de la paix a-t-il été officiellement créé? Le 19 février 2026. C'était à peine 9 jours avant le lancement de l'opération Epic Fury. Donald Trump a réuni des représentants de plus de 40 nations, pas seulement du Moyen-Orient, pour convoquer la première réunion du Conseil de la paix chargée de la reconstruction de Gaza. Il a d'abord mis en place l'institution, puis il est parti en guerre pour la défendre. Maintenant, comprenez ce qu'est le Conseil de la paix. Il s'agit d'une institution regroupant des nations souveraines, dont de nombreux pays musulmans qui ne se trouvent pas tous au Moyen-Orient, engagés en faveur de la paix et du développement économique. Il ne s'agit pas d'une version réchauffée de l'ONU appliquant le scénario impérialiste, et bon nombre de ceux qui ont assisté à la conférence fondatrice l'ont clairement exprimé. Voici ce qu'a déclaré le chef de l'État du Kazakhstan. Il en a saisi l'essence même. Le monde n'a jamais vu une initiative comme celle-ci. C'est absolument sans précédent car par essence, la paix par la construction est un concept très novateur. Et le président du Paraguay s'est montré encore plus direct. Il a déclaré « Nous avions perdu tout espoir de résoudre les problèmes depuis plusieurs décennies. Un système qui ne fonctionnait plus, un système incapable d'apporter des solutions. Aujourd'hui, nous constatons que grâce à votre leadership, nous résolvons ces problèmes. » Un système qui ne fonctionnait plus, non pas un système qui avait besoin d'un nouveau président ou d'un nouveau comité de négociation, mais un système défaillant. Et 9 jours avant que Donald Trump ne prenne la parole, l'institution destinée à remplacer l'ancienne a été mise en place. Et hier, cette institution a obtenu du Hamas qu'il accepte de déposer les armes, ce qui explique pourquoi tout cela n'a aucun sens si on considère chaque bataille séparément. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas le Hamas, ce n'est pas le Liban. C'est une guerre entre deux systèmes. Un système qui pille par le biais de points d'étranglement, de sociétés écrans et de comptes offshore, tout gérés depuis la City de Londres. Il ne construit rien, il se place au-dessus des nations et prend sa part. L'autre permet et encourage les nations souveraines à se construire, à progresser et à découvrir que lorsque le gâteau économique grossit, elles peuvent en réalité vivre en paix les unes avec les autres. C'est le système américain. La véritable guerre n'a donc jamais été celle des néoconservateurs ni celle des opposants à la guerre. C'est un système impérialiste de pillage contre les nations souveraines engagées dans la reconstruction. C'est pourquoi la figure décisive ne commande ni armée ni ambassade. Voilà la véritable guerre, c'est ce qu'a déclaré Bessent en mars de l'année dernière. Le Conseil de la paix s'est réuni 9 jours avant la guerre, tout était là dès le début. Il suffisait de savoir de quelle guerre on parlait. Alors pendant des décennies, on nous a répété et rabâché encore et encore que la paix au Moyen-Orient était absolument impossible, que ces conflits étaient trop enracinés pour être résolus. Mais en réalité, le vrai problème n'était pas la volonté de paix, c'était clairement qui contrôlait les leviers financiers de la région. Et Donald Trump n'a pas juste négocié un cessez-le-feu, il a construit une toute nouvelle architecture avec le Conseil de la paix, qui rassemble plus de 40 nations autour d'un même objectif, reconstruire plutôt que détruire. Et si cette méthode fonctionne à Gaza, rien n'empêche qu'elle soit
reproduite ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, sans aucune transition, je vais rouvrir une petite parenthèse si vous aimez mes vidéos. Sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part et même 1 € par mois. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer toutes ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et surtout indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.